Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un univers fascinant, là où l'art, la technologie et même notre façon de voir le monde se croisent. On va parler du travail de Kenji Kojima. Oui, un artiste au parcours vraiment étonnant. Il a commencé avec des techniques de peinture très anciennes, la tempéra à l'œuf, imaginez, Oui, pigment et jaune d'œuf. et il est arrivé à manipuler directement le code binaire, les 0 et les 1. Incroyable. Et pour discuter de ça, on a quoi comme source? On a les descriptions de ses projets, bien sûr, ses réinterprétations numériques de Van Gogh, de Lascaux, Seurat, et puis aussi sa bio, ses notes personnelles sur son processus créatif. D'accord. L'objectif, c'est de comprendre son idée centrale. Une idée assez forte, hein. Que le monde, au fond, c'est une masse d'informations chaotiques. C'est ça. Et nos sens, nos yeux, nos oreilles, ce seraient juste des clés, des décodeurs pour capter une partie de ce flux. Et surtout, que de nos jours, la matière première de tous les médias, images, sons, textes, c'est le binaire, 0 et 1. Alors, qu'est-ce que ça change pour l'art, sa valeur, notre regard? Ok, essayons de déballer ça. Mhm. Son parcours perso, ça aide à comprendre. Né au Japon, il arrive à New York en 80, et là, pendant 10 ans, il peint. Oui, et il a même un certain succès, hein. Des œuvres achetées par Citibank, S-Royal, des grosses collections. Ah oui, Mais apparemment, il a commencé à ressentir un vrai malaise face à la valeur matérielle, un peu fétichiste selon lui, de l'objet d'art contemporain. et il parle aussi d'une sorte de culpabilité écologique. Oui, lié au gaspillage des matériaux de peinture. C'est intéressant comme point de départ. Et c'est ce qui le pousse, début des années 90, vers le numérique. Il apprend à coder, il développe ses propres outils. Oui, comme son logiciel RGB Music Lab pour essayer de traduire les images en musique. Une idée assez pionnière à l'époque. Puis il passe à la vidéo, pour des raisons techniques, de compatibilité, mais l'idée reste. Explorer ce nouveau médium. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la philosophie derrière tout ça. Pour Kojima, la réalité, c'est ce flux d'infos chaotique. Et nos sens, ils font quoi alors? Ils filtrent, activement. Ils ne prennent qu'une toute petite partie, le spectre visible pour l'œil, certaines fréquences pour l'oreille. On construit le monde qu'on perçoit avec la clé de notre organe sensoriel, si on veut. D'accord. Et son point crucial, c'est qu'au XXIe siècle, le matériau commun à tout ça, images, sons, textes, c'est le binaire. 0 et 1. Exactement. C'est une unification assez radicale quand on y pense. Mais alors, concrètement, comment il traduit ça dans son art? Alors, sa technique principale, il l'appelle scission-fusion bitwise. Ça s'inspire un peu de la cryptographie. Bitwise, ça veut dire qu'il travaille au niveau le plus bas, les bits. C'est ça, directement sur les 0 et les 1 des données numériques de l'image. Son idée, c'était aussi de faire quelque chose que l'IA générative ne pourrait pas facilement reproduire. D'où le lien avec la crypto, le masque jetable. Ok, alors comment ça marche cette scission-fusion? Il prend une image numérisée et il utilise une opération logique, le XOR, pour la combiner, bit par bit, avec une série de nombres binaires aléatoires. C'est ça, la clé. Et le résultat, c'est quoi? La clé, elle, est gardée précieusement. Ah d'accord. Et la magie opère quand? Quand tu réappliques exactement la même clé, avec la même opération XOR sur l'image brouillée. Et là, pouf, l'image originale réapparaît. Parfaitement. Incroyable. Comme dans son projet sur Lascaux? Exactement. On voit la peinture préhistorique sortir du chaos visuel quand la clé est appliquée. Lui, il fait un parallèle avec Seurat, le pointillisme. Comment ça? Chez Seurat, ce sont les points de couleur pure qui se mélangent dans l'œil du spectateur pour créer l'image. Là, c'est l'opération numérique qui fusionne le chiffre et la clé pour recréer l'image. C'est une sorte de mélange optique mais numérique. Et ce fondement binaire commun, ça lui permet même de lier l'image et le son, c'est ça? Avec RGB Music? Tout à fait. Il convertit directement les données de couleur, RVB, rouge, vert, bleu, de chaque pixel en note de musique. Une valeur de couleur égale une note. C'est direct comme traduction. Oui, par exemple pour Lascaux, les notes de piano qu'on entend sont générées à partir des couleurs des peintures scannées. Il applique cette méthode décomposition, glitch contrôlé, traduction sonore à Van Gogh, Gauguin, Léonard de Vinci. Ça interroge notre mémoire visuelle, l'originalité, surtout avec l'IA maintenant. C'est tout le but, je pense. Questionner la paternité, l'unicité à l'ère numérique. Et au-delà de la technique, il a une critique assez virulente du marché de l'art, les NFT par exemple. Ah oui, là-dessus, il est très clair. Pour lui, les NFT, ce n'est pas de l'art, c'est un produit financier, point. Son argument, c'est quoi alors? C'est que la caractéristique fondamentale de l'art numérique, c'est sa reproductibilité. Infinie, pour un coût quasi nul. Or, le marché de l'art traditionnel, il est basé sur quoi?
La rareté, l'unicité de l'objet. Voilà. Et les NFT, ils essayent de créer une rareté artificielle sur un truc qui n'est pas rare par nature, juste pour la spéculation. Lui, il veut revenir à une valeur basée sur l'expérience, l'impact, pas le prix. Ça rejoint son malaise initial avec le matérialisme. C'est tout à fait ça. Il y a une cohérence dans sa démarche. Et sa vision pour l'avenir de l'art. Elle est assez radicale. Il a cette phrase: au XXIe siècle, l'art ne consiste pas à savoir quoi peindre, mais à exprimer la direction que prend le médium. Donc, l'art, c'est d'explorer le numérique lui-même. C'est ça, explorer sa nature, son potentiel. Et il le montre, ces vidéos, elles sont en libre accès, téléchargeables, partageables, les dons sont facultatifs. Ça casse complètement l'idée de valeur liée à la possession, au prix. Complètement, c'est une remise en cause assez fondamentale. Alors, si on résume, on a cet artiste qui décompose l'image en bits, qui relie le visuel et le sonore grâce au code, et qui attaque de front la valeur marchande de l'art numérique. Si on essaye de voir plus large, cette perspective du monde comme données et de nos sens comme des clés, comment ça résonne avec ce qu'on vit tous les jours? Cette saturation d'infos. Hmm. Est-ce que réaliser que tout ce qu'on voit sur nos écrans au fond, c'est du binaire? Est-ce que ça change notre perception? Et cette facilité de copie, ça fait quoi à nos idées de propriété, de créativité? C'est vrai. Et voici où ça devient vraiment intéressant, je trouve. Si le monde est bien cette espèce de flux de données binaires, et que nos sens sont juste des clés spécifiques, Oui. quelles autres clés on pourrait imaginer Oui. ou inventer? Est-ce qu'on pourrait percevoir le monde d'une manière totalement différente, inconcevable aujourd'hui avec d'autres décodeurs?